Hola et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais parler avec toi de ma première année en tant que freelance graphiste et web designer et je t'embarque avec moi dans cette rétrospective. Déjà pour commencer, je voudrais te dire que cette première année je me suis vraiment rendu compte qu'on passe vraiment par tout plein d'émotions, c'est assez dingue. Les doutes, la fierté, la peur, les remises en question, des grands moments de joie. En fait, c'est tout sauf le monde des bisounours où tout est beau, tout est joli, tout se passe merveilleusement bien. C'est loin d'être le cas. Il y a plein de choses qui arrivent, des choses extrêmement positives, mais aussi des choses super négatives. Enfin voilà, c'est des fois assez dur à gérer et en fait on se rend pas compte que quand on se lance en freelance, ok, il y a l'aspect business, il y a l'aspect pro, mais derrière il faut aussi savoir gérer sa vie perso, ses émotions, couper aussi entre le perso et le pro. Ça c'est ce que j'ai eu aussi un peu de mal à faire. Donc dans cette première partie je te parle un peu plus de tout ce qui est ressentiment, comment j'ai vécu les choses et comment j'ai géré ça. Donc je te disais que j'ai eu beaucoup de doutes. En fait, pendant cette première année, comme beaucoup de personnes qui se lancent, on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, faut faire ci, faut faire ça, de telle manière, et à ce niveau-là. Et en fait, ça m'a totalement perdue. Parce que déjà, une des premières choses qu'on entend, c'est oui, il faut se nicher. Et moi, j'étais en mode, ok, il faut se nicher, mais moi, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop mon truc. Alors finalement, je me suis nichée, mais on va dire à une échelle un peu plus petite, mais qui me convienne, parce que moi j'avais pas envie de me définir comme quelqu'un qui allait s'adresser qu'à un secteur, qu'à un type de personne. Moi j'aime bien la variété, j'aime bien explorer différentes choses, j'aime bien retrouver ça dans mon métier avec les personnes avec qui je travaille. Donc finalement je me suis pas forcément spécialisée dans un secteur particulier. Moi mon credo c'est plutôt de travailler avec une typologie de personnes globalement, c'est-à-dire plus des femmes solopreneurs qui sont déjà lancées depuis quelques temps et tout simplement qui ont des business en ligne, que ce soit pour de la vente, des coachings à ce niveau-là. Donc voilà, c'est à peu près ça sur quoi je me suis spécialisée. On va dire que moi c'est ma mini-niche, mais je ne voyais pas du tout, en tout cas, me spécialiser dans un domaine, dans un secteur. Pour moi, j'ai besoin de variété autant avec les personnes avec qui je travaille, autant que par les offres que je vais faire. Et du coup, la deuxième chose qui m'a un peu perdue, qui m'a fait douter, c'est qu'on entend aussi, oui, il y a les personnes qui sont généralistes, il y a les personnes qui sont spécialisées. Et moi, j'étais en mode, moi, je veux pas être spécialiste. Et j'aime bien découvrir pas mal de choses et autres. Et on me disait non mais il faut spécialiser pour faire ci, pour attirer tes clients ci. Justement, j'étais en mode mais moi ça me correspond pas du tout en fait tout ça. C'est pas moi, c'est pas la personne que je veux être, c'est pas comment je veux travailler. Et c'est vrai que ça m'a fait poser beaucoup de questions. J'étais là, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je fais c'est bien? Et en fait j'ai trouvé des choses à mettre en place tout simplement. C'est-à-dire que mes offres, je les ai travaillées au fur et à mesure et je me suis rendu compte que la majeure partie de mes projets c'était sur la création de sites internet et d'univers visuels. Donc je me suis recentrée là-dessus, ce qui est l'offre, mon service que je vends le plus et finalement pour compléter un peu cette chose-là et ramener de la diversité dans ce que je propose, dans mes offres et dans ma vie, dans mon quotidien tout simplement professionnel, j'ai essayé de lancer des accompagnements justement pour, au lieu de créer du sur-mesure pour tous mes clients, les aider, les accompagner, les conseiller dans leur création à eux de sites ou d'identité visuelle. Pour moi, c'était un bon compromis. En fait, le fait de se spécialiser ou de faire toujours la même chose, pour moi, ça m'ennuie, ça me saoule et j'ai besoin de changer d'air, de voir d'autres choses. Donc, finalement, je me suis dit, c'est encore en train d'évoluer, c'est encore en train de changer au fur et à mesure, mais ce compromis en fait d'axer tous mes services autour d'image de marque et de création de site internet et en même temps d'avoir des microservices qui vont venir compléter et qui vont m'amener en fait cette variété, cette diversité et ce qui me permet moi à côté en fait d'apprendre de nouvelles choses sur de nouvelles thématiques qui vont être en lien sur de nouveaux pools et en fait ces nouvelles connaissances je peux aussi aider mes clients en leur disant tu vas faire ci ou ça, même si c'est pas mon cœur de métier même, je suis même de leur donner quelques conseils et après voir avec tout ce que j'apprends si je me dirige peut-être plus sur un secteur,
vers un domaine ou un autre, voir ce qui me plaît en fait réellement. Parce qu'une des choses que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on se dit souvent oui, il faut que tu définisses ton client ci, il faut faire ci, il faut faire ça, mais à un moment donné, est-ce qu'on se prend aussi en compte dans ce qu'on fait? Est-ce qu'à un moment donné, dès le départ, on se dit bah, ok, moi je voudrais vivre de telle manière, je voudrais avoir tel rythme de vie, je voudrais faire je sais pas, travailler tant de nombre d'heures par jour, travailler de telle manière. Et en fait, se mettre tout simplement au cœur vraiment de notre business, qu'au final, on est déjà le centre de notre business, mais vraiment penser à nous en premier et après essayer aussi de travailler, de faire évoluer son entreprise de manière à ce que ça nous corresponde également, tout en étant au cœur de cette réflexion et après penser ses offres, penser à ses clients cibles, à sa communication, mais de manière à ce qu'on garde aussi du plaisir quand on travaille, quand on crée son entreprise et pas qu'on soit saoulé à chaque fois et qu'on fasse des choses ok qui nous permettent de vivre mais avec lesquelles on n'est pas heureux. Donc voilà, c'était une des choses que je me suis rendu compte surtout sur la fin d'année où je me suis dit bah ok, si tu veux être bien, faut aussi faire des choses qui soient en accord avec toi, ta personnalité, comment tu veux vivre, et pas seulement penser à tes clients idéaux, à les offres qui pourraient aider, mais toi, comment tu veux faire les choses également. Donc voilà pour ce premier point. Je te dirais aussi de faire attention à toi, à ton énergie, de te préserver parce que moi je sais que ça m'est arrivé, je me suis retrouvée à pleurer devant mon ordinateur parce que j'étais tellement à bout, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, juste à la suite d'un mail. Le mail était juste super gentil, et ça m'a remercié de mon travail et moi je me suis mise à pleurer parce que j'en pouvais plus, c'était trop. Donc essaie de te préserver, de t'accorder des moments à toi, de te détendre, de déconnecter, d'aller marcher, enfin faire ce que tu veux, tes loisirs, tes plaisirs, mais bref, pense à toi et des fois pense pas boulot, il va faire des choses qui te vident la tête, même si c'est aller sur la plage, marcher, aller en montagne, en forêt, bref, coupe un peu, parfois ça fait quand même du bien de stopper ce qu'il y a dans sa tête. Et deuxième point, je t'ai parlé déjà un peu des offres que je proposais et sur cette première année, je me suis rendu compte déjà d'une chose que à la base, j'étais plus partie sur le côté graphiste, web designer, et web designer en fait c'était vraiment un second pôle et ça a pris plus d'ampleur que je le pensais et c'est vraiment en fait un domaine dans lequel je m'éclate où j'arrive à mixer en fait la création de site et d'univers visuel et ce combo là m'éclate à fond. Et par le travail que j'ai fait sur ces offres-là avec certaines de mes clientes, il y a une chose aussi que je me suis rendu compte, c'est que mes autres clientes venaient principalement du bouche à oreille, des recommandations qu'on pouvait me faire. Elles me trouvaient globalement via mon compte Instagram qui servait un peu de relais avant d'entrer en contact avec moi et voir un peu ce que je faisais. Et donc vraiment, en termes de prospection, je suis vraiment nulle à chier. Je sais pas, j'ai un gros blocage pour aller contacter directement les personnes et autres, même si je sais qu'il faut que je m'y mette et que c'est vraiment important. Pour moi, je suis pas du tout contre la prospection, d'envoyer des mails ou quoi que ce soit, mais j'ai juste vraiment beaucoup de mal. Donc faut penser à une manière qui me convient aussi de le faire et qui soit bien fait, qui soit en accord du coup avec comment je vais faire les choses et aussi tout simplement se lancer. Et ça, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, le bouche à oreille, la recommandation, c'est vraiment une chose à pas négliger et tout ça en fait ça passe par toute l'expérience client. Ok, tu peux faire un bon travail, faire une bonne presta de bonne qualité, mais si t'as pas une bonne relation avec tes clients derrière, à mon avis la recommandation, ok, tu vas te faire recommander, mais ce sera pas la même reco que si derrière tu as apporté une expérience à tes clients, que tu les as accompagnés, aidés, et en fait tu leur as donné plus. Après, des fois, c'est pas beaucoup de travail en plus, c'est juste toi, ta manière d'être avec eux, et ça peut changer beaucoup de choses, donc ça, vraiment, à pas négliger en plus dans les prestats, et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de développer au niveau de la qualité des supports que je donne à mes clients derrière, pour que tout soit carré, qu'ils aient un maximum d'informations, qu'ils voient aussi, ok, le rendu est bien, mais toutes les étapes intermédiaires de validation, elles doivent être aussi qualitatives, carrées que le rendu final, et ça, c'est vraiment des points, en fait, à améliorer pour que du coup ta prestation prenne aussi de la valeur, qu'on se rend compte du travail que tu fais, de tout ce que tu amènes dedans et pas seulement juste du résultat final. Pour avoir quelques chiffres concrets, en termes de chiffre d'affaires, du coup, je suis autour, sur ces 12 premiers mois, de 15 000 € et en fait, je suis
c'est pas un chiffre de folie, hein, faut le dire, mais je suis super fière de moi, je suis en mode wouhou, tout ça c'est grâce à ton travail, tout ce que t'as fait, donc franchement c'est vraiment une fierté et j'ai pas honte de le dire, j'assume totalement, totalement ça. Après ce qu'il faut savoir c'est que moi durant cette première année, certains bénéficient de l'ACRE, moi je l'ai pas eu parce que j'avais déjà créé une auto-entreprise que j'ai fermée, ça n'a jamais fait de chiffre d'affaires et à l'époque l'ACRE était automatique, donc la demande s'est faite automatiquement alors que j'avais rien demandé et du coup comme ça a fermé on m'a dit bah non vous avez plus le droit d'avoir l'ACRE alors que j'avais jamais fait de chiffre d'affaires. Donc j'ai commencé ces 12 premiers mois avec des charges sociales à 22%. Bon c'est assez haut, c'était un peu la douche froide quand j'ai reçu le papier, je me dis oulala, je suis dans la mouise totale et en fait je me dis que c'est pas si mal parce que au moins je sais à quoi m'en tenir dès le départ. Là sur à peu près les 15 000 euros, je vais calculer, ça me fait à peu près 3 300 euros de charges sociales. Donc au moins j'ai pas de surprise, je sais à quoi m'attendre, ce que ça représente par mois en termes de dépenses à l'URSSAF. Et finalement, peut-être mieux commencer haut, au moins j'ai pas la surprise de, à la fin de la première année, oups, ça augmente, j'avais pas prévu ça. Là, je suis tranquille, voilà, ça suit son chemin. C'était une surprise assez désagréable, j'aurais pu faire quelques économies, mais bon, c'est comme ça passe et on fait avec. Donc voilà en termes de chiffres et du coup, vraiment la majorité de mes projets, c'est surtout la création de sites internet avec la moitié du temps la création d'univers visuels également. Et par rapport à toutes ces offres là, j'ai monté en fait les prix au fur et à mesure, déjà parce qu'au départ il n'y a pas forcément de ressources type où on va se dire bah ok un site c'est tel prix, et puis il faut aussi mettre des prix sur lesquels on est aligné, et ça j'ai eu vraiment du mal aussi à m'aligner sur des prix qui me convenaient, qui étaient aussi à la hauteur et à la valeur des prestats que je proposais. Et donc je suis partie un peu plus bas, au fur et à mesure j'ai augmenté et sur des prix qui me conviennent, qui sont un peu, qui me conviennent en termes de prix et qui représentent aussi la valeur de mon travail, et aussi des prix qui me permettent tout simplement de vivre de mon activité parce que c'est le but. Le but c'est pas de vendre des trucs pas chers du tout, pourris et qui me permettent pas de vivre en fait. Mon but c'est pas d'avoir une multitude de clients, 35-40 clients par an, et en fait de toujours courir après le temps, de pas avoir le temps justement d'être pleinement avec mes clients, de pouvoir les écouter, de pouvoir échanger avec eux, d'être à fond sur leurs projets. Le but aussi c'est vraiment de faire, en tout cas pour moi, de faire des projets qualitatifs, peut-être travailler avec moins de clients mais vraiment être à fond sur chaque projet, et après ça passe aussi du coup par le prix qu'on établit. Donc en fin d'année j'ai essayé de me faire un petit tableau où du coup je reprends toutes mes prestats, et après sur les métiers créatifs je trouve qu'on a un petit souci, c'est que c'est encore plus difficile de budgétiser parce que en fait c'est des métiers, c'est dans le cerveau quoi que ça se passe, on a les créations et des fois c'est compliqué de mettre un prix sur quelque chose qu'on voit pas forcément de suite, donc c'est pas forcément facile. Et donc pour essayer de m'aider en tout cas à budgétiser ça, je me suis fait un tableau Excel avec le nom de ma prestation, ce qu'il y avait à l'intérieur, pour que je me rende compte déjà moi de ce que je faisais comme travail. Après une colonne pour le nombre d'heures que je mettais à travailler sur ce type de projet là, et donc j'ai multiplié ça par mon taux horaire. Et à ce taux horaire, en fait, j'ai rajouté mes 22% de charges sociales vu que je ne paye pas la TVA. Et donc, j'ai rajouté, du coup j'ai fait le calcul entre mon nombre d'heures fois mon tarif horaire, plus la TVA, les charges sociales de 22%, et ça me donnait un prix. Et en fait sur ce prix là je me suis alignée entre le prix qu'on m'indiquait et ce que je pensais en tout cas être le bon prix. Donc des fois c'est exactement le même prix en fonction du nombre d'heures plus la TVA, plus les charges sociales pardon, et des fois j'augmente, j'ajuste un peu en tout cas avec un prix qui me semble correct, qui me va également pour être alignée. Et du coup après je vois pour ajuster mes prix, mais au moins ça me donne une meilleure idée. Et en fait je me rends compte quand je liste tout ce qu'il y a dans la presta, tout le travail que je fais, parce que tu peux te dire par exemple ok c'est un site internet et une identité visuelle, mais si tu dis juste ça, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur, toutes les étapes, tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes à ton client. Donc je trouve ça intéressant de vraiment faire le listing, en tout cas moi ça m'aide, et du coup c'est un tableau évolutif qui m'aide en tout cas à calculer mes prestats, à aussi trouver de nouvelles prestations et à avoir quelque chose de régulier au fur et à mesure. Et un autre point au niveau des offres, j'ai testé une offre d'accompagnement, je l'ai lancée, ça n'a pas forcément eu le retour que je m'attendais à avoir, mais bon je me dis c'est pas grave, en tout cas les personnes qui ont
eu cette offre-là, que j'ai accompagné sur des offres d'accompagnement pour créer leur site ou leur identité visuelle, ont été satisfaits du résultat. Donc je me dis c'est cool, ça va. Après, c'est quelque chose que j'aimerais encore développer davantage, mais tout ça pour te dire que c'est pas forcément hyper grave si tu lances un truc, ça fait un semi-flop. Bah c'est comme ça arrive, on peut pas réussir à chaque fois, peut-être que ça trouvera son public plus tard, mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer. Vaut mieux essayer, se dire ok je l'ai fait, il y a ça comme retour, que comme je l'avais fait il y a plusieurs mois, attendre, finalement se dire ok peut-être que je le fais pas. Au moins là je sais que je l'ai fait, les choses sont prêtes, qu'il y a eu des retours plutôt satisfaisants, positifs, que je peux encore améliorer d'autres choses, et que si je veux vraiment développer cette offre-là, il faut que je refasse des lancements différents pour vraiment, en tout cas, aller parler à la cible, au client cible que je vise. Mais en tout cas, tente de lancer des choses, t'as pas forcément grand-chose à perdre, il y a différentes manières de faire les choses, mais vas-y, au moins tu vas te dire ok je l'ai fait, ça marche pas, je passe à autre chose. Et un autre point, durant cette première année, je me suis rendu compte quelque chose de primordial. Je suis plutôt une personne qui aime bien être solitaire, mais qui aime aussi être en groupe. Et le fait de travailler de chez soi, c'est pas forcément évident. On est vraiment pour le coup solo. Moi ce qui m'aide c'est que je vis en colocation, donc je peux voir du monde plus facilement. Les coworking j'y vais pas parce que j'ai pas encore assez de budget pour y aller. Je me dis je préfère mettre mon argent autre part que dans un coworking pour le moment. Donc ça après chacun fait comme il veut. Moi c'est mon point de vue, je préfère en tout cas gérer ça comme ça. Mais t'as plein de communautés qui sont en train d'éclore sur le web. Et moi en fait j'ai fait le choix de rentrer, de participer. Je sais pas comment je peux le dire. J'ai fait le choix d'intégrer la communauté d'Inside Freelancing de Thomas Burbidge. Et dans cette communauté-là, en fait, j'ai trouvé plein de personnes super. Il y a des rendez-vous mensuels pour échanger via Zoom. On peut rencontrer plein de personnes facilement. On peut collaborer sur d'autres projets. Et ça, c'est hyper cool. Et en fait, vraiment, je te parle de communauté, de rencontres. Moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'on est maintenant 4. On s'est rencontrés sur la communauté d'Inside et on échange régulièrement, voire toutes les semaines. On a un petit groupe WhatsApp et on sait qu'on peut parler à la fois de nos problèmes perso, de nos problèmes pro. On peut se remonter le moral, se booster, se dire bah, ok, moi j'ai ça comme client. Est-ce que vous pensez que ce devis ça correspond? Est-ce que le prix ça vous semble bien? Est-ce que vous auriez fait comme ci, comme ça? Et il m'arrive tel problème, toi comment tu ferais? Et en fait, on s'entraide, on s'écoute et ça fait énormément de bien. Bon, le seul point négatif, c'est qu'on est tous dans des villes différentes et que pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, mais franchement, ça apporte vraiment beaucoup de soutien. Après, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est réseaux sociaux, à rentrer en contact avec les personnes. Donc, Instagram c'est bien aussi, mais j'ai pas encore ce déclic d'aller directement voir les gens, d'aller échanger, même si j'ai envie, parce que de les connaître, d'en savoir plus à différents niveaux, ce que je trouve super intéressant. Mais ça c'est encore un palier pour moi qui est un peu difficile à franchir, mais j'y vais doucement. Mais c'est vrai que Instagram peut aussi être, en tout cas, ou même LinkedIn, une bonne source pour rencontrer différentes personnes. Après c'est pas mal de faire des petits appels en visio par Zoom 30 minutes, tu commences à rencontrer les personnes, des fois tu parles, t'échanges, tu peux te recontacter plus tard. Et puis il y a aussi ce truc, des fois tu rencontres des personnes sur les réseaux et en fait on va se recommander mutuellement. Écoute, moi j'ai entendu parler de ce projet là, c'est pas pour moi, par contre je pense que toi ça peut peut-être le faire, ça peut t'intéresser, ou alors j'ai pas le temps, est-ce que tu connais quelqu'un? Bref, on s'entraide et on se recommande les uns les autres et franchement c'est cool, il n'y a pas forcément de concurrence et voilà, tu peux moi je sais que je peux recommander d'autres web designers ou d'autres graphistes et il y a aussi ce système en fait de partenariat. Finalement des fois t'as d'autres freelances dans d'autres secteurs qui vont nous recommander aussi sur des missions et du coup on fait un partenariat où si on veut vu que c'est la personne qui m'a apporté la mission, moi je vais leur verser une somme de la prestation. Voilà, c'est donnant-donnant, ça nous va très très bien et c'est dans l'échange en fait. Si tout est clair dès le début sur ces règles-là, je trouve que les partenariats, les rapporteurs d'affaires, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est plutôt pas mal si on sait à qui on le fait. Et voilà, c'est juste une sorte de merci pour m'avoir recommandé et ça c'est plutôt cool à faire. Et pour finir,
je voulais te parler en fait des opportunités qui peuvent arriver. Là je te parlais justement avec les réseaux sociaux des contacts qui peuvent se faire. Moi en fait grâce aux réseaux sociaux j'ai noué on va dire un partenariat avec une rédactrice SEO et qui est aussi dans le copywriting, et en fait moi je sais que quand j'ai des appels pour possiblement travailler sur des projets de site internet, je la recommande à chaque fois parce que je sais qu'elle fait du bon taf, on a travaillé ensemble et je sais comment elle travaille et que ce sera du bonheur pour moi de travailler avec elle et que ça peut vraiment servir le client derrière s'il en a besoin. Donc ça c'est vraiment une opportunité voilà, qui a été cool, enfin qui s'est faite via les réseaux sociaux. Et une autre opportunité en fait c'est que avec les rencontres via les communautés avec d'autres amis freelance, du coup on est en train de monter un collectif d'indépendants qui s'appelle Berthe, et le but tout simplement c'est de travailler sur des projets différents de ce qu'on fait tous indépendamment les uns des autres et de regrouper en fait nos forces, nos compétences pour aller trouver d'autres clients, pour travailler sur d'autres missions. Donc voilà, ça prend un peu de temps, on essaie d'y aller sans pression, on verra ce que ça donne, mais au moins on kiffe et on se dit allez on essaie, il n'y a rien à perdre à part peut-être avoir des bonnes surprises. Ça coûte rien de se lancer. Et pour parler d'opportunités une dernière fois, moi ce qui est vraiment cool cette année, c'est que j'aurais jamais pensé en arriver là, c'est que du coup je suis designer graphique et web designer. Et j'ai à la fois la casquette en fait de formatrice. Tout ça c'est venu parce que on m'a contacté pour savoir si je pouvais donner des cours dans une école via un autre organisme qui s'occupe de trouver en fait des professeurs pour des écoles qui sont en manque de certains profs sur certains cours. Et j'ai donné mes premiers cours. La première fois ça a été un peu compliqué parce que c'était la première fois que je trouvais en Zoom devant une vingtaine, trentaine d'élèves, voilà. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai connu les élèves et je me suis rendu compte que par exemple, j'ai donné un cours de 2 jours sur WordPress pour apprendre à manipuler WordPress et à connaître WordPress, que je me suis éclatée. Et quand j'ai vu les retours des élèves derrière qui étaient contents de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient produit et enfin tout simplement de ce qu'ils avaient appris, j'étais en mode bah ok, c'est cool. Moi aussi ce que je veux c'est transmettre et continuer en tout cas dans cette dynamique là. Être formateur, enseignant, c'est pas du tout la même chose. Ok, on peut connaître son domaine, son travail, mais ça n'a rien à voir de l'enseigner, de l'expliquer. Le seul truc que je voudrais en tout cas changer à ce niveau-là, c'est pouvoir donner des cours en physique, en réel aux élèves. Je trouve ça vraiment encore plus intéressant. Donc voilà, j'essaie de faire ça pour cette nouvelle année. Et du coup, si je peux résumer en tout cas ces 12 premiers mois, parce que là du coup c'était ma première année, c'était de mars à mars. La fierté quand même, parce que je m'attendais pas à ça. À savoir et à noter qu'en fait pendant cette première année, j'avais encore mon pôle emploi qui pouvait venir combler les trous de salaire que je pouvais ne pas me dégager par certains mois, en tout cas sur ces 12 premiers mois, parce que ça a vraiment été pas très stable niveau salaire et niveau chiffre d'affaires. Les premiers mois c'était vraiment en vague. Sur les derniers mois ça a commencé à se stabiliser, donc c'est plutôt cool, et là ça continue encore. Mais en tout cas vraiment la fierté, et ce que je retiens c'est qu'il faut vraiment prendre soin de soi, s'écouter, écouter son corps quand il nous dit stop, arrête-toi, va faire une pause, va dehors, va faire ce que tu veux, mais en tout cas déconnecte, et t'as pas besoin d'être tout le temps connecté à ton business. Des fois coupe le côté digital et fais totalement autre chose. Mais malgré les doutes, la peur, je suis contente de toutes ces évolutions qui sont passées, de tous ces changements, et j'ai encore envie d'aller plus loin, d'explorer. Et ça passe aussi du coup ces explorations et ces challenges par cette chaîne YouTube où j'ai envie de te partager différentes choses, notamment avec des interviews d'autres indépendants, de la parenthèse acidulée. Moi ça me permet de rencontrer d'autres personnes, de sortir aussi de ma zone un peu de confort, et de vraiment faire un format que j'adore en fait, le format vidéo que je trouve assez cool. Et donc c'est vraiment quelque chose que je veux développer un maximum. Je pense que tu me reverras un peu plus souvent par ici. Voilà, en tout cas j'espère que ce bilan de cette fin d'année t'aura plu, et si tu veux suivre mes autres aventures, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne.